Bonjour à tous. Comment le monde économique réagit-il au drame humain qui frappe la Guadeloupe? Combien d'entreprises guadeloupéennes ne se relèveront pas de cette quatrième vague de Covid? Après la catastrophe sanitaire, que faire pour éviter ici une crise économique et sociale majeure? Patrick Vialcollet, le président de la CCI des îles de Guadeloupe, est l'invité de Franc-Parler. Patrick Vialcollet, bonjour. Bonjour Thierry Fenderé. Merci d'être venu jusqu'à nous. Le gouvernement a confirmé ce jour la prorogation de l'état d'urgence sanitaire en Outre-mer au-delà du 30 septembre et cela pourrait durer jusqu'au 15 novembre prochain. Ça tombait sous le sens? Oui, parce que si on ne prolongeait pas l'état d'urgence, tout ce qui découle de l'état d'urgence n'aurait pas pu être possible, et notamment aussi les régimes d'aide, il ne faut pas l'oublier. Et je crois que tout simplement, le gouvernement s'adapte à une situation qu'aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer. Il y a 18 mois, quand on est rentré en crise, on va dire que les plus pessimistes disaient bon, dans 4-5 mois l'affaire est réglée, les plus optimistes 2-3 mois. Nous sommes 18 mois après et Monsieur Fenderé, je me demande comment on est encore en vie. Ouais. La Guadeloupe souffre, cette souffrance elle est plurielle, ceux qui pleurent leurs proches emportés par le Covid, ils sont nombreux. Nos soignants qui sont à bout, nos compatriotes qui ont peur pour leur emploi. Il y a quelques mois, sur ce même plateau, Patrick Vialcollet, vous étiez optimiste. L'êtes-vous toujours? On n'a pas le droit d'être pessimiste. C'est même plus un problème d'optimiste et de pessimiste, c'est un problème de résistance. J'estime qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans la résistance. Alors, on résiste pour que on perde le maximum, le minimum de nos compatriotes, et on voit bien que la liste s'allonge de jour en jour. Et on n'y peut rien. Je crois que les soignants sont au combat, comme on dit. Hein. C'est une vraie guerre avec un ennemi invisible qui se déplace pas lui-même, c'est nous-mêmes qui le déplaçons. C'est assez incroyable. Mais on le déplace, on ne sait même pas que c'est nous qui l'avons sur nous. Et finalement, l'imprévisible, quelque chose que peu d'entre nous ne pouvaient imaginer, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On compte nos morts, on a un vrai débat qui divise tout le monde sur la vaccination, le pass sanitaire, etc. On en arrive même à oublier l'essentiel, essayer de se protéger, survivre finalement dans une situation qui est... C'est le chaos, quoi. Excusez-moi de dire ça. Mais je veux qu'on garde encore de l'espoir. Votre message à l'adresse des familles endeuillées, des soignants et plus largement des personnels, des professionnels de santé? Je crois que moi j'échange beaucoup avec des amis sur Facebook, enfin un peu partout. On est loin d'imaginer ce qui doit se passer aux urgences et en réanimation. Moi je crois qu'on a vraiment des personnes là qui essayent de sauver des vies, qui sont très éloignées. Il y a quelque chose qui m'a frappé à un moment donné, c'est dans tous ces débats, il y a des témoignages qui sont faits par des soignants, et en gros, ce qu'on transpire, c'est qu'ils n'ont même pas le temps de nous parler, ils nous mettent quelques témoignages vite fait, ils sont là pour sauver des vies. Je crois qu'on va vivre, Monsieur Fenderé, une période de notre histoire qui va laisser des traces, mais des traces pour longtemps. Nous avons perdu cette quatrième vague de Covid-19 en Guadeloupe. Il faut se rendre à l'évidence et dire que cela aurait pu être pire n'est pas acceptable. Moi, je pense que ça pourrait pas être bien pire, hein, parce que là, on touche quand même quelque chose qu'on ne pouvait pas imaginer. On est dans le plus dur quand on regarde ce qui s'est passé aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique. La vraie question est, pour nous éviter la prochaine vague, quels sont comment peut-on s'armer finalement pour y résister? On sait très bien, on va répéter, mais maintenant c'est devenu les gestes barrières. On sait que c'est la première des choses d'ailleurs, hein, gestes barrières. Et puis, je crois qu'il faut le dire, hein, aujourd'hui, j'entends beaucoup de choses, je ne suis moi-même pas médecin, mais j'ai compris que la communauté internationale, l'OMS, le consensus scientifique, c'est la vaccination, et que les quelques traitements précoces dont on peut parler n'ont pas fait visiblement leurs effets lorsqu'ils ont été testés. Vous avez signé justement avec d'autres, et pas des moindres, cet appel citoyen pour la vaccination. Pourquoi cet engagement? Parce que je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on sauve des vies. Donc j'imagine que tous ceux qui peuvent témoigner, appeler en leur conscience,
Ça, c'est difficile aussi, M. Fendelere. Imaginez que vous vous êtes fait vacciner et que quelque part, vous ne le dites pas. Si vous l'avez fait, c'est à un moment donné, vous aviez une raison de se faire vacciner. Donc, ça veut dire que quelque part, vous imaginiez bien que ça protégeait. Et si ça vous protège, pourquoi ne pas inciter vos proches, vos amis, vos connaissances à faire de même si vous pensez que cela peut être protecteur? Ce qui serait terrible, c'est que finalement des personnes soient vaccinées et ne le disent pas. Ouais. Ça c'est horrible, je trouve. Parce qu'au final, vous laissez comprendre que ce n'est pas une solution, mais pour vous, vous l'avez déjà adopté. Et c'est là peut-être que certaines personnes, à mon avis, en leur âme et conscience, doivent se dire qu'ils n'ont pas fait le boulot assez tôt. Il ne faut pas laisser le terrain libre aux antivax? Bon, les antivax, j'ai du mal à voir ce qui les motive, mais à la limite, je peux comprendre que des gens soient contre le vaccin, en général, opposés à ce qui vient du gouvernement. Mais là, nous ne sommes pas dans cette situation. Il ne s'agit pas de savoir si on aime Macron, si le gouvernement, on va voter pour lui. Il s'agit de dire que des scientifiques, je dis bien, la science, sont des gens qui n'ont pas de parti politique, la science. Ou être de droite, de gauche ou indépendantiste, ce que vous voulez, c'est la science. Ont finalement trouvé un vaccin en une durée extrêmement courte. Personne n'y croyait. Que ce vaccin fait ses preuves. Et pour cause, je crois qu'aujourd'hui, on avait 83 personnes en réanimation, pas une vaccinée, si je ne me trompe, ou peut-être une. Ce qui veut dire qu'en gros, on a des résultats qui nous démontrent cela, et donc il faut faire confiance en ce vaccin. Et je demande vraiment aux Guadeloupéens pour qu'on sorte de cette affaire, pour qu'on puisse finalement reprendre une vie normale, retrouver nos libertés. Je crois que la seule solution, vaccinez-vous. Et que répondez-vous à ceux qui pointent du doigt les arrivées massives de voyageurs en provenance de l'Hexagone en juin-juillet pour satisfaire un secteur touristique en crise? Oui, je pense qu'on cherche un bouc émissaire là où il n'est pas. Parce que finalement, il n'y a pas un touriste en réanimation aux urgences. Ils avaient un test au départ, ils devaient être vaccinés, parce que je rappelle que la vaccination était obligatoire pour contourner le motif impérieux, c'est-à-dire c'était le seul moyen d'avoir un motif impérieux, c'était d'être vacciné, ou un autre motif impérieux dont on connaît les limites, le tourisme n'en est pas un. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit raisonnable, qu'on regarde bien. Nous, dans nos fêtes familiales, je mets nous, je me mets dedans, nous n'avons pas forcément fait tous les gestes barrières. Une fois qu'on arrive à la maison, on se sent protégé dans notre univers familial. On se retrouve, ça fait longtemps pour certains qu'on ne s'est pas vu. Finalement, on fait des grandes tablées. Je pense que de temps en temps, on met de la musique, on danse, et finalement, le virus, il s'installe. C'est comme ça qu'on a des clusters. Dans les entreprises aussi, il faut quand même dire les choses. Je ne suis pas là pour... Mais je pense que raisonnablement, les touristes, ceux qui allaient dans les hôtels, dans les gîtes, qui étaient plutôt par deux, qui finalement ne participent pas à des grandes fêtes, sont probablement ceux qui ont le moins colporté le virus. Les protocoles d'entrée sur notre territoire, Patrick Vielle-Collet, sont-ils respectés? Alors il y a une chose... Je pense singulièrement à Paul Caraïbe. Alors moi je pense que les protocoles sont respectés, il y a une chose qui n'est pas respectée, mais à mon avis pas du tout, c'est la septaine. C'est-à-dire qu'en gros, toute personne qui doit faire une septaine ne la fait pas. Et je vais même plus loin. Il y a quelque chose qui est terrible dans des comportements, c'est lorsque vous savez que vous êtes Covid et que vous ne le dites pas ou que vous n'observez pas le fait de rester chez vous et de ne contaminer personne. On connaît des histoires où il y a eu des fêtes où finalement les personnes savaient qu'elles étaient Covid et pour autant elles y sont allées, ont contaminé, on a eu d'énormes clusters comme ça. Et ça, c'est pas acceptable parce qu'il s'agit d'une responsabilité personnelle. Oui, et pour la septaine, on fait quoi? La septaine, comment voulez-vous? Il y a un seul moyen. Je connais un pays où on respecte la septaine et on fait très attention, c'est le Canada. Premièrement, parce que les amendes sont terribles, parce que vous êtes dénoncé, parce qu'on vous appelle chez vous, parce qu'on va contrôler votre septaine et que si vous n'êtes pas là, c'est 750 000 euros d'amende, dollars, pardon, 750 000 dollars canadiens. Ce qui veut dire que les gens ont tellement peur de cette amende qu'ils respectent la septaine
Et si vous devez sortir, puisqu'on doit pouvoir sortir, vous devez le signaler. Et donc, le seul moyen de faire respecter la septaine, ben, c'est le bâton, en ayant finalement des contraintes, si on ne la respecte pas, qui sont financières assez fortes. Donc il aurait fallu user du bâton. Je vois pas d'autre raison. Est-ce que vous pensez que la septaine a été respectée? Franchement, non. Elle l'a été uniquement, vous vous rappelez, quand on prenait les personnes tout au début de la pandémie et qu'on les isolait dans un hôtel où ils restaient dans la chambre, ils étaient accompagnés, on arrivait avec des lunchbox qu'on mettait devant leur chambre et ils sortaient uniquement accompagnés et encadrés. Bon, là c'est pire que la septaine, hein, c'est la prison hôtelière, j'appelle ça. Très bien. Quel est l'état d'esprit du monde économique en cette rentrée plus qu'incertaine? Le moral est au plus bas. Je ne vais pas vous dire de bêtises, le moral est au plus bas. Même moi, par moment, qui suis au combat, je me pose des questions, M. Fendery. Je me pose des questions parce que je me demande si on va s'en sortir. J'ai tout ce désespoir qui me remonte de petites entreprises qui sont eux-mêmes salariés de leur entreprise ou qui ne le sont pas en tant que chef d'entreprise. Et pour les derniers, ils n'ont pas d'activité partielle. Ils ont, pour certains, et pas tous, le fonds de solidarité à hauteur de 1 500 €. Ce sont des gens aujourd'hui qui ne peuvent plus assumer leur quotidien. Ils ne peuvent plus nourrir leur famille. Ils se demandent, est-ce que demain, ils seront encore en vie, non pas parce qu'ils ont attrapé la Covid, parce qu'ils ne sont pas en capacité de respecter leurs obligations. Franchement, les chefs d'entreprise, et je voudrais les entrepreneurs de ce pays, payent un long tribut. Je ne demande pas de s'apitoyer sur le sort des entrepreneurs, ce n'est pas mon style. L'entrepreneur, c'est celui qui a choisi de mener une entreprise, d'être chef d'entreprise. Mais là, vraiment, il n'est pas fautif. On a freiné son activité. Ce sont des décisions qu'on lui explique nécessaires pour lutter contre la Covid. Et à ce moment-là, il dit, puisque c'est d'un intérêt collectif, eh bien, dédommagez-moi ce qui est nécessaire pour l'intérêt collectif et qui a créé des pertes dans mon entreprise. Quelqu'un qui a 15 ans, pendant 15 ans, il s'est sacrifié pour faire prospérer son entreprise et qui voit qu'en 18 mois, la Covid va emporter son entreprise, c'est très difficile. Le gouvernement semble autiste à vos demandes. Autiste n'est pas le terme. Je ne dirais pas ça parce que autiste, ça voudrait dire que circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas tout à fait le cas. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup choqué, je vous le dis aussi net, c'est qu'à un moment donné, dans un courrier que j'ai pu lire, qui apparemment n'était pas une réponse à notre courrier, on nous laissait penser que la vaccination était notre problème et que si on était vacciné, on n'aurait pas eu ça, nous rendant implicitement responsables. C'est un peu choquant quand même, hein, dans la forme. Alors ça l'est totalement, pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous ne pouvez pas accuser quelqu'un de quelque chose pour lequel il n'a aucun pouvoir, aucune responsabilité. Nous ne sommes pas, nous chefs d'entreprise, en responsabilité pour la vaccination. Nous faisons en sorte de respecter scrupuleusement tout ce qui concerne la protection de nos salariés, la protection de nos clients, les gestes barrières, les sens de circulation, le masque, les horaires d'ouverture extrêmement contraintes. Et maintenant, on nous dit, oui, mais comme vous n'êtes pas vacciné, en fin de compte, ben, vous payez un peu le fait que vous ne soyez pas vacciné, et si vous l'étiez, vous seriez probablement pas confiné. C'est peut-être vrai, mais est-ce pour autant qu'il faut nous faire payer la conséquence? Je dis non. En attendant, vous ne désespérez pas de vous faire entendre, sinon? Ben, vous savez, le sinon, j'aime pas trop, ça fait un peu, sinon, est-ce qu'on va aller dans la rue, quels vont être nos moyens d'action? Moi, vous savez, M. Fendery, je crois qu'à un moment donné, si de la crise sanitaire, il y a une crise économique certaine et qu'on devait faire une crise sociale, alors moi, il y a tous les ingrédients de ne plus se relever du tout. Hein, parce que je ne crois pas que c'est dans la rue qu'on va régler les problèmes. Je pense que le gouvernement doit écouter et doit sauver, j'ai envie de dire, l'amiral outre-mer, hein, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et tenir compte finalement que c'est une chance qu'on a l'impression que l'Hexagone sort de la crise, j'entends des taux de croissance qui nous font rêver, ben, peut-être que c'est aussi le moyen de soutenir ceux qui n'ont pas la chance de sortir de la crise
au même moment. Quelles sont les mesures urgentes qui permettraient de limiter la casse économiquement, sachant que les marges de manœuvre de la région sont déjà limitées là? Je pense que la région a beaucoup fait et je profite pour saluer les conseillers régionaux, le président Chalus. Le département travaille aussi pour essayer de beaucoup plus sur tout ce qui est social et aider à passer la crise. Donc nous nous retournons logiquement, naturellement vers la solidarité nationale. C'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas la même profondeur de solidarité puisqu'il s'agit de tous les Français et quand on est en Guadeloupe, il s'agit des Guadeloupéens. S'aider nous-mêmes quand nous-mêmes allons mal, c'est difficile. Que faut-il faire? Vous avez des petites entreprises, des très petites entreprises qui n'ont pas touché le fonds de solidarité. Et ça, c'est la survie. Ils n'ont pas touché pour plein de raisons. Ils ne sont pas à jour de leurs charges fiscales ou sociales. Ils n'ont tout simplement pas fait la demande. Parce qu'à ce moment-là, préoccupés par autre chose. Moi, je demande à l'État qu'on puisse remonter jusqu'à janvier pour que toutes les entreprises qui peuvent prétendre au fonds de solidarité puissent le toucher. Toutes. Et pour moi, il ne faudra pas en laisser un. Et je dis à ces entreprises que la Chambre de commerce est là pour vous aider. Et que nous avons à la Chambre de commerce un service dédié pour pouvoir accompagner, c'est ce qu'on appelle vulgairement le guichet unique, ces entreprises en contactant la sécurité sociale, en contactant les services fiscaux avec qui nous avons des rendez-vous toutes les semaines pour débloquer ce fonds de solidarité. La deuxième chose, c'est bien sûr étaler les dettes. Le moratoire, le gel. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, M. Fenderi? C'est extrêmement simple. Vous avez des entreprises qui ont une dette et elles ont pris des engagements pour le rembourser à une date donnée. Sauf que c'est la date, on est encore dans la Covid. Vous ne pouvez pas commencer à rembourser quelque chose que vous deviez alors qu'en réalité, vous n'avez pas recommencé à travailler. Ça, c'est le deuxième. Les PGE, prêts garantis par l'État, troisième outil extrêmement puissant, on ne peut pas commencer à rembourser pour ceux qui devraient le faire. Et on doit étaler, non pas sur 6 ans, mais sur 10 ans, peut-être même 15 ans, simplement pour tenir compte de la capacité à pouvoir payer. Et enfin, l'activité partielle, qui est une grosse charge des entreprises, c'est-à-dire les salaires. Bien sûr, il faut maintenir de l'activité partielle pour que ceux qui ne travaillent pas ou qui travaillent partiellement puissent faire en sorte que leurs salariés puissent être pris en compte par l'État. Le quoi qu'il en coûte a du plomb dans l'aile, visiblement. Non, le quoi qu'il en coûte a du plomb dans l'aile, là où on redémarre. Si j'ai bien compris le ministre des Finances, M. Le Maire, il disait il y a des secteurs qui continuent à souffrir, il y a des zones géographiques qui continuent à souffrir, et eux, c'est du quoi qu'il en coûte. Maintenant, là où ça redémarre, il faut que le quoi qu'il en coûte se termine. Je rappelle quand même que le quoi qu'il en coûte, c'est le contribuable qui le paye, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Et à un moment donné, il faut que ça s'arrête aussi en tenant compte de ceux qui n'ont pas pu redémarrer et qui sont toujours en souffrance. Très bien. On sait que les élections à la CCI approchent, mais pour l'instant, ce n'est pas le débat. Il s'agit pour le monde de l'entreprise de jouer collectif en Guadeloupe. Vous allez prendre des initiatives en ce sens? Oui, bon, moi je... On a vu passer quelques échanges de courriers. Oui, je crois que il faut être conscient qu'en ce moment, ça devrait être le temps des élections. Et pour moi, ça ne l'est pas au moment où je vous parle, parce que je ne peux pas imaginer que les entreprises de Guadeloupe se disent que, alors qu'elles sont en train de mourir, qu'elles ont besoin de nous à leur chevet, on serait en train de faire de la politique pour savoir qui va être élu à la Chambre de commerce. Les élections viendront en leur temps, la campagne sera beaucoup plus courte, nous sommes en confinement, donc de toute façon il ne peut pas avoir de campagne, et je pense surtout que les entreprises attendent autre chose de nous, ceux qui veulent l'intérêt collectif. Appeler à la grève générale maintenant et au blocage de notre économie, c'est suicidaire. Irréaliste. Suicidaire. Suicidaire. Non, je dis suicidaire. Je pèse mes mots. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même se dire que, une grève générale, ça se passe dans la rue avec des manifestations pour lesquelles on prend des risques. Hein. 2, est-ce qu'aujourd'hui les entreprises sont en capacité, alors que c'est difficile, de subir des grèves pour celles qui travaillent? Bon, celles qui sont fermées, type la restauration, franchement, ça n'aura aucun impact. Mais M. Fenderi, moi j'ai cette faiblesse de croire qu'à un moment donné, lorsqu'on est dans cette situation, il n'y a plus vraiment de gens qui sont pour ou contre quelque chose. On est pour la survie
des Guadeloupéens, pour la survie des entreprises et pour la survie de nos salariés. Je rappelle que dans beaucoup de décès qu'on a, ce sont des salariés, et je dois dire que j'en ai eu un dans mon entreprise, et c'est pas facile à accepter, ni pour l'entreprise, ni pour le chef d'entreprise, parce que c'est quand même, ça touche de près, ce sont des collaborateurs, et donc moi je n'arrive pas à comprendre, et je dis suicidaire. Ouais. Deux mots, Patrick Vial-Collet, sur la situation de Corsair, dont vous avez pris le contrôle il y a 8 mois avec un groupe d'investisseurs antillais. Comment traversez-vous ces turbulences? Alors d'abord, il faut tenir le choc. Je vais vous avouer, jamais j'aurais imaginé qu'on soit encore dans cette situation. Mais il y a une chose chez les entrepreneurs que je trouve assez incroyable, j'en fais partie, c'est de se dire quand on est dans des situations où finalement il y a péril, on croit qu'on ne va pas s'en sortir, on dort mal d'abord, on est réveillé toutes les nuits parce que ça gamberge là-haut, hein, c'est différent, le chef d'entreprise il gamberge beaucoup, mais quelque part il gamberge parce qu'il veut trouver des solutions. Et donc ça nous a poussé déjà à nous rapprocher d'Air Austral, pour lequel nous avons fait ce qu'on appelle une joint venture, et permettre, c'est assez simple, hein, alors que nous avions des avions, chacun, tous les jours, les deux, qui volaient à moitié, 40% dans chaque avion. Mais on les fait voler, puisque nous sommes des concurrents, de dire, eh bien, on va les faire voler une fois sur deux, mais plein à 80, donc on économise non seulement des coûts d'exploitation, mais on pollue moins accessoirement. Et puis quand on va avoir, à un moment donné, en septembre, où les choses vont être très difficiles, où nous, on pensait faire peut-être 3 vols par semaine, ou 4 vols, et les autres 3 vols et 4 vols par semaine, au lieu d'avoir des jours où nous n'avions pas de vol, en se mettant ensemble, vous aurez un vol Corsair, un vol Air Austral, ce qui veut dire que vous pourrez switcher l'un sur l'autre, et Corsair vendra du Air Austral et Air Austral vendra du Corsair. Très bien. Est-il idiot d'envisager, après ce rapprochement avec Air Austral, d'autres partenariats, cette fois sur l'axe Antilles-Paris? Tout est possible. Je pense que cette crise fait que, je vous l'ai dit, hein, il faut se parler, il faut essayer d'imaginer des choses. C'est pas facile, hein, parce que vous êtes dans un métier de forte concurrence. Il y a aussi beaucoup d'ego, hein, c'est-à-dire que, bon, vous avez vu, lorsque nous avons repris Corsair, Air Caraïbes n'a pas été très tendre avec nous. Hein. Ah, oui. Ce sont des gens qui n'ont jamais gagné d'argent. C'est un peu le sens de ma question. Oui, mais vous savez, à un moment donné, quand vous devez survivre, votre pire ennemi, s'il vous tend la main, peut-être que vous vous direz, est-ce qu'on préfère le suicide collectif ou sortir à deux, même si on n'a pas été toujours d'accord sur tout? L'avenir nous le dira. Très bien. À la lumière de cette crise, il est temps, selon vous, de repenser fondamentalement, non seulement notre économie, mais au-delà, notre destin commun, notre vivre ensemble en Guadeloupe? Oui, je le pense. Ça nous a montré qu'à un moment donné, on pouvait se diviser même sur la mort, puisqu'il s'agissait pour certains de dire que finalement le vaccin tue, alors que dans le monde entier on voyait que ce n'était pas ça. Pour d'autres, d'encourager à se faire vacciner. On a vu aussi que en restant chez soi, on a redécouvert d'autres valeurs. Les gens se sont dit, on était habitué à un mode de vie. Et là, on a eu un mode de vie différent, ça a rapproché un certain nombre de personnes, ça nous a amené à réfléchir. On va consommer différemment, c'est sûr, Monsieur Fanderi. On consommait énormément. Qui de chez nous n'a pas 2 télévisions, alors qu'une suffirait bien amplement, et plusieurs machines en double? On va être un peu plus raisonnable. Et puis, il y a une dernière chose que ça nous a appris, finalement, c'est la solidarité tout de même. Parce que quand vous êtes en difficulté, quand vous ne pouvez finalement plus compter que sur vos amis, votre famille, ben, quelque part vous vous dites, ça remet au centre les vraies valeurs de la vie. Parce qu'au final, vouloir réussir, vouloir gagner de l'argent, vouloir exister socialement, c'est bien, mais le plus important, c'est d'être heureux. En guise de conclusion, Patrick Vial-Collet, comment rassembler cette Guadeloupe aujourd'hui divisée, fracturée, j'allais dire fractionnée, oui, on peut dire ça aussi. Moi, je crois qu'il y a une chose qui est importante, je le fais tout le temps, je parle avec des gens qui sont extrêmement différents de moi. J'essaye de rester ouvert, poli, de comprendre. Et moi, je crois qu'il y a une chose qui est très importante, M. Fanderi, et je le dis à tous les Guadeloupéens. Quand vous écoutez quelqu'un, ne l'écoutez pas pour lui répondre, mais écoutez-le pour le comprendre.
Et à partir de ce moment-là, vous aurez une autre vision sur ce qu'il dit. Et cela doit être réciproque. Écoutez-nous, entendons-nous, essayons de construire l'avenir ensemble. C'est comme ça qu'on aura une Guadeloupe plus apaisée et qu'on sortira de la crise. Ce n'est pas en nous chamaillant, ce n'est pas finalement en nous injuriant. Je vois des mots terribles qui sont dits sur les réseaux sociaux et qui ne sont pas à l'honneur de ceux qui les tiennent. Patrick Vielle-Collet, merci d'avoir répondu à nos questions dans ce franc-parler. Merci M. Fendéré et merci à tous les téléspectateurs d'avoir passé ce moment avec nous. Vous êtes toujours le bienvenu. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité. L'actualité continue sur Éclair TV.